sais pas si tout le monde m'entend. Non. Ça fonctionne? Très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, mon sujet ici, c'est un point de vue médical concernant la crise Covid-19. Donc, je tiens à préciser d'office que c'est mon point de vue personnel qui est partagé par d'autres collègues, que je n'ai pas à citer ici. Donc, je ne suis pas complètement isolé pour vous rassurer, mais je n'ai pas la prétention d'en faire une généralité sur le plan médical. Donc, pour me présenter rapidement, je précise que j'ai 37 ans, je suis médecin anesthésiste réanimateur de formation de base. Donc, en gros, j'ai une orientation plutôt sur l'intensif, bloc opératoire, urgence, donc un petit peu ce domaine de la médecine aiguë que vous connaissez. Je tiens quand même à préciser que je fais partie du groupe Covid rationnel, puisque ça a quand même été une source de réflexion et de documentation qui n'est pas anodine dans le sujet qui nous occupe. Alors d'office, les conflits d'intérêts, je n'en ai pas. Donc dans ce sujet et même sur d'autres, je n'ai absolument pas de valorisation financière. Je suis plutôt orienté vers le point de vue médical strict et scientifique. Je tiens à vous rassurer avec ça. Alors concernant la crise Covid-19, est-ce qu'il y a matière à discussion? Est-ce qu'il y a des éléments qui font qu'on peut remettre les choses en question? Donc est-ce qu'on se retrouve plutôt dans ce... on doit se trouver de ce côté-ci ou éventuellement de ce côté-là? Donc ici je parle du point de vue, si vous voulez, que soit on se dit, ben non, tout était parfait, feu vert, on continue éventuellement sur une prochaine épidémie, donc on remet en gros rien en question. Je pense que des gens sont quand même de ce côté-ci. Vous avez une situation intermédiaire, on dit oui, dans la vie on peut toujours un petit peu mieux faire. Voilà, donc on est plutôt dans une position intermédiaire. Et vous pouvez vous trouver ici, donc en disant absolument, il y a quand même des choses importantes à remettre en question. Et vous vous doutez que si je suis ici aujourd'hui avec vous, et je pense que c'est pareil pour vous, vous vous situez plutôt de ce côté-là. Alors ici, est-ce que le fait de discuter, de remettre les choses en question, est-ce que c'est un plaisir? Est-ce que c'est par plaisir de critiquer les choses? Est-ce que c'est un besoin de s'afficher, d'exister? Est-ce que par hasard, le fait d'être anonyme, avec sa vie de tous les jours confortable? La réponse c'est non, et j'essaierai de vous faire comprendre pourquoi ça n'est qu'une expérience clinique au départ, avec un petit imagerie, j'espère que le message passera de votre côté. Et c'est aussi le fruit, en parallèle, si vous voulez, d'une clinique, d'un travail quand même fondamental en termes de lecture, de réflexion et de documentation. Ma formation de soins intensifs dans le réseau ULB commence avec le début de l'épidémie. Donc je suis un réanimateur formé avec la crise SARS-CoV-2. Et donc des patients à intuber, je m'excuse, je suis un peu enrhumé, à prendre en charge, j'en ai vu énormément. C'est une maladie vraiment que j'ai d'abord découvert avec une naïveté, d'abord sur le plan clinique, et puis j'ai corroboré ça, j'ai confronté ça à la lecture, et j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Donc c'est le but du message ici. Donc il y a une conviction forte, si vous voulez, qu'il faut confronter avec d'autres, sur le plan médical et scientifique. Donc on a toujours fait partie des gens ouverts au débat, mais systématiquement mis sur le côté, de dire attention, il y a eu des dysfonctionnements, il y en a toujours, et il y en aura encore, sur base de la situation actuelle. Et donc nous, on est là en train de dire attention, quelque chose ne va pas. Mais pas juste pour le plaisir de dire quelque chose ne va pas. Parce qu'on confronte notre clinique à de la lecture et à une vie de tous les jours. Et donc c'est la volonté, si vous voulez, de manière constructive, d'améliorer les choses sans être dogmatique. Je suis bloqué sur, par exemple, Twitter par tous les médecins que vous pouvez croiser sur les plateaux télévisés. Il n'y en a aucun qui a osé répondre dès que vous posez la question du fond, qui blesse, qui dérange, vous êtes banni. Van Rams, Toby, Eric Muraille, tous ces gens-là, aucune discussion possible. Il n'y en a aucun de ces gens qui est capable de vous soigner si vous arrivez à la porte de l'hôpital. Réfléchissez vraiment à ça. Heureusement pour vous. Alors quand on travaille un petit peu sur la façon d'approcher un petit peu, c'est des ouvrages que je travaille pour le moment. Donc l'idée, dans le degré de preuve qu'Elisabeth vous a démontré, les revues systématiques, on est tout au-dessus. La méta-analyse, en fait, c'est une revue systématique à laquelle vous est donné un outil statistique. Donc on est vraiment tout au-dessus, c'est pas parfait, il y a encore des biais, mais on est juste dans l'introduction, donc imaginez le plus paresseux de tous, qui lit en anglais, dans l'introduction, on vous dit si une prise de décision peut littéralement être une question de vie ou de mort, il est important que cette décision se base sur la meilleure connaissance et que les connaissances que vous pourriez éventuellement découvrir aient vraiment matière à changer la politique. Alors ça, vous allez me dire, c'est évident, il n'y a pas besoin d'acheter un bouquin pour comprendre ça. Mais la force, si vous voulez, ici, c'est de dire que quand vous agissez sur des informations partielles ou erronées non remises à jour, vous avez des effets dévastateurs sur les individus.
ça, vous allez dire, pareil, j'ai pas trop besoin d'acheter ce genre d'ouvrage pour le comprendre. Mais pour aller plus loin dans l'ouvrage, c'est pour vous montrer que ces bouquins essayent de faire un maximum en sorte que le niveau de preuve soit maximum avec le moins de biais possible. Donc c'est une question de méthodologie, mais je trouvais que ces messages étaient très pertinents dans cette présentation. Et il y en avait un aussi dans, vous verrez, je ferai un parallèle avec un peu plus loin dans la présentation, c'est qu'il parle tout de suite du Covid-19 en disant que l'OMS, très rapidement, avait déclaré la pandémie et qu'on avait une besoin, regardez, c'est super important, il y avait une nécessité d'avoir une bonne connaissance de ce qui était déjà connu. C'est-à-dire que eux, l'exemple qu'ils prennent, ils ont fait très rapidement au début de la pandémie une méta-analyse pour l'efficacité de la fermeture des écoles. Et donc ça donne déjà un bon niveau de preuve pour dire arrêtons de faire ça. Et on n'a pas tenu compte. Moi ici, je discuterai plutôt d'un autre sujet, mais c'est pour vous dire qu'on doit toujours regarder dans un sujet de santé publique ce qu'on connaît déjà. Et ici, on a fait abstraction qu'on connaissait, comme Elisabeth l'a dit, les coronavirus. Et je vais vous montrer encore. Alors, la meilleure introduction, attachez vos oreilles, attachez-les, pour faire comprendre un petit peu le degré d'ineptie de personnes qui ont monopolisé les débats publics, une petite vidéo de 60 secondes. La voie médicamenteuse a été assez laissée de côté par rapport à la vaccination. Je ne sais pas d'où vous tenez vos informations, c'est étonnant parce que vous n'avez pas une formation médicale. Pas du tout. Non, c'est ça. Donc, en fait, d'abord, le paracétamol et les soins intensifs, les deux extrêmes que vous citez, c'est de la médecine déjà. Donner du paracétamol, c'est déjà une approche médicamenteuse, etc. Mais ça ne sert à rien, ça ne fait que soulager les symptômes, mais c'est extraordinairement utile. Mais on sait aujourd'hui, on est bien payé pour le savoir, après ces 18 mois de crise pandémique, que d'abord, personne ne peut facilement prédire quel patient va voler aux soins intensifs après avoir déclaré les premiers symptômes. On sait maintenant qu'il y a quelques éléments, de comorbidité ou de l'âge, ou des éléments qui permettent éventuellement de suggérer que ce patient-là, il ne va pas falloir lui faire particulièrement attention. Mais aucun médecin généraliste aujourd'hui, malheureusement, en intervenant à mi-chemin, ne peut prévenir le passage aux soins intensifs. Et au niveau médicamenteux, il n'y a juste pas de médicaments efficaces contre les maladies virales, la plupart des maladies virales en général. Je ne sais pas dans le niveau de preuve que Elisabeth vous a montré, où vous mettez ce passage. Je pense qu'Elisabeth a oublié une ligne, le cirque, puis c'est très grave en fait. Je suis conscient de la teneur de mes propos, mais il faut que vous compreniez une chose. C'est que ceci, en fait, quand vous êtes médecin un peu dubitatif en disant j'ai éventuellement quelque chose à faire en tant que médecin généraliste, vous verrez, je ne suis pas critique sur les médecins généralistes. Pardon, là vous m'entendez mieux? Pardon. Je dirais ça, c'est lourd de conséquences parce que quelqu'un de dubitatif sur le fait de découvrir la maladie, de se rendre à domicile et de faire quelque chose, quand on entend ça, ça n'aide pas vraiment. Alors ici, Sophie Lucas, il faut faire attention, on est en 2021, donc on est en septembre 2021, prenons sur LN24. Donc on nous dit le paracétamol ou les soins intensifs, c'est déjà de la médecine. Alors il ne faut pas oublier, le paracétamol c'est quand même en vente libre en pharmacie. Donc Sophie Lucas, à mon avis, n'a pas beaucoup de cliniques à son passé, ce qui fait qu'elle a toujours été fermée au débat vis-à-vis des membres de Covid personnels que nous sommes, praticiens. Donc ça n'a rien de médecine en fait. D'accord? Donc c'est vraiment déjà une ineptie de dire en tant qu'immunologue, le paracétamol c'est de la médecine. Donc si quelqu'un arrive à la pharmacie, prend son paracétamol, il fait de la médecine. Ok. Ça ne sert à rien, ça ne fait que soulager les symptômes, mais c'est extraordinairement efficace. Donc si demain je m'occupe de vous aux soins intensifs, je dois peut-être éventuellement vous endormir pour vous intuber. Je vous dis, écoutez, je dois peut-être vous intuber, ça ne sert à rien, c'est extrêmement utile, enfin ça ne fait que vous soulager, mais c'est éventuellement utile. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il me raconte? Vous voyez déjà les phrases, on est quand même sur un truc public, hein, où des gens s'interrogent sur des questions cruciales. Hein. Non mais l'impression, des fois on analyse un petit peu, parce qu'on a été vraiment durant cette crise toujours promené à gauche à droite, mais quand vous creusez vraiment et que vous réfléchissez, c'est extrêmement grave. Moi je serais gêné en tant que médecin d'avoir dit des choses pareilles. Je ne sortirai plus jamais devant une caméra. On sait aujourd'hui, on est bien payé pour le savoir, bon ça c'est juste pour le petit côté éventuellement conflit d'intérêt, bon ça se relève juste pour le côté sympathique, on est entre nous, en même temps ils n'ont jamais voulu débattre, donc on se lâche un petit peu. Alors ici c'est très important, personne ne peut facilement prédire quel patient va voler aux soins intensifs, mais elle gesticule de la main en disant il y a quelques éléments de comorbidité avec l'âge. Waouh! Alors là c'est très grave parce qu'en fait on fait passer cette information qui est cruciale comme si c'était des détails. C'est le cœur du sujet.
quand vous travaillez en tant que médecin, c'est ça que vous allez regarder, parce qu'on le sait, et très rapidement durant la crise, et on l'a dit systématiquement au conventionnel, et on ne nous a pas écoutés. Donc c'est très à prendre au sérieux, et c'est vraiment gravissime. Et donc ça se rejoint un petit peu, dire aucun généraliste, en intervenant à mi-chemin, ne peut prévenir le passage aux soins intensifs. Et je fais juste une combinaison, on va donner la critique, c'est qu'il n'y a pas de médicament efficace contre la maladie, les maladies virales ou SARS-2. Et en fait, vous devez comprendre le piège. Je ne dis pas qu'elle le fait exprès, je pense que c'est de la compétence, ce sont des idiots utiles à mes yeux. Mais ce que je veux dire ici, c'est quand vous combinez les deux qui sont ici, ça voudrait dire, vous avez un virus, vous avez absolument besoin d'avoir un médicament qui tout de suite bloque le virus dans le corps humain et ses effets. Ça, c'est le monde idéal. Vous avez un peu de symptomatologie, PCR positif, un médicament, boum, ça bloque tout. Alors, il y a des gens qui disent que ça existe ou pas, comme cité Martin Zizi qui parle par exemple de l'amantadine. Moi, j'ai pas d'expérience. Mais moi, ce que je vous dis en tant que médecin, c'est qu'il n'y a pas que la notion de traitement. Quand bien même le virus commence à fonctionner et faire ses dégâts dans le corps humain, il y a une prise en charge qui est possible. Et la médecine ne s'est jamais résumée à un traitement. Il y a une prise en charge. Je dois suivre le patient. Il n'y a pas qu'une question de molécule prescription. Ça, c'est très important. Et donc, d'office, on est biaisé. Quand un médecin parle comme ça, il bat complètement la médecine et son art. Et ça, c'est quelque chose que, normalement, on aurait pu, j'ai demandé un débat, on ne l'a jamais eu, il fallait vraiment casser cette façon de s'exprimer. Ça n'a jamais été possible. Alors, je vais juste résumer, j'ai vraiment pas le temps de tout développer, mais quelques affirmations questionnables concernant la crise. Rappelez-vous qu'un patient qui a une PCR positive est forcément un malade Covid-19, donc c'est typiquement, et à l'hôpital, des soignants parlent comme ça aussi. Moi, j'ai toujours été critiqué avec ça et désagréable. Qui sait ce que veut dire Covid? Il faut se rappeler coronavirus, infectious disease. Il faut une maladie. Donc vous attribuez la présence d'un germe à une symptomatologie, ce dont se plaint le patient, et des signes cliniques que vous observez en tant que médecin, et avec un niveau de certitude plus ou moins en fonction de ce que vous avez, vous dites c'est la maladie Covid-19. Donc c'est complètement deux choses différentes. Elisabeth en a parlé, le virus est tout. Le terrain n'est rien, tout le monde court un risque important de mourir de SARS-CoV-2. Et le coronavirus a un taux de mortalité bien supérieur à celui de la grippe et qu'on n'a pas de protection immunitaire, c'est un tout nouveau virus. Si vous êtes attentif, si tout le monde a le même risque, c'est très mortel, et qu'il n'y a rien dans le corps humain pour vous défendre, on serait tous morts. Donc il faut vraiment regarder ce genre de choses et se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est important de pouvoir, à un moment donné, en 2023, pouvoir le dire calmement. SARS-CoV-2, c'est un virus de la famille des coronas dont on ne connaissait rien, et ça je vais vous démontrer l'inverse, c'est grave de sens. Les personnes asymptomatiques sont des vecteurs principaux de la propagation, et le fait de vacciner en masse allait permettre d'éradiquer l'épidémie. Voilà, c'était Facebook en 2021, les médecins, mes collègues, moi dépression totale, mais voilà, malheureusement on avait le droit de rien dire. Donc la technologie ARN messager allait arrêter la propagation du virus, et donc le pass sanitaire en ce sens c'était vraiment une bonne mesure de santé publique, ça vous connaissez très bien. Le fait de verrouiller la société permettra de l'éliminer ou de l'arrêter, on a quand même entendu ce genre de choses. Il faut vraiment regarder dans le coût-bénéfice, entre guillemets, où on en est aujourd'hui. Les questions de masse propagation, vous connaissez aussi. Parler de l'origine naturelle, ça relève un peu de la théorie du complot. Je vous dis, regardez ce qui se passe aux États-Unis, les sénateurs. Ça ne rigole pas, parce qu'ils sont en train de voir un peu où est parti l'argent pour les gars de fonction. Donc je pense que cette réponse va peut-être, en tout cas, elle a plus de chances de venir des États-Unis que de la Belgique, ça c'est clair. Les enseignants sont particulièrement exposés au virus et à la maladie, vous vous rappelez aussi, et que la protection immunitaire, ça ne peut être conféré que par le vaccin. Ça, vous avez entendu ça énormément. Et puis le sujet qui m'occupe, c'est la maladie Covid-19 n'a pas de prise en charge. Prise en charge, vous avez bien compris la différence entre donner une ordonnance et prendre un patient dans sa globalité, précoce possible. Donc c'est le cœur du sujet. Je vais essayer de faire passer, c'est pas facile, les messages principaux. Donc là, ici, voilà ma constatation. Donc c'est pas évident de se positionner quand même, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, un peu publiquement quand même, de faire ça. Donc si quelqu'un a envie qu'un médecin supplémentaire se retrouve à l'ordre des médecins, faites une photo avec moi à côté, vous l'envoyez au collège. Voilà, ce sera peut-être une façon d'ouvrir le débat, mais bon, ouais, il faut l'assumer. C'est lourd de sens, mais il faut continuer, malheureusement, à taper sur ce clou. On est loin de gagner le combat. Alors, de qui parle-t-on? La première ligne de soins, nos confrères médecins généralistes. Alors, attention, 37 ans, médecin spécialiste, anesthésiste-réanimateur, c'est pas du tout une leçon de morale devant qui cible, si vous voulez, des collègues de manière peut-être ciblée. C'est un problème systémique, si vous voulez.
et que je regarde ça de l'intérieur parce que je fais partie de la continuité des soins. Et en sachant qu'il y a beaucoup aussi à dire sur la médecine intra-hospitalière, mais ce n'est pas le débat. Donc pour moi, il y a une défaillance à grande échelle et c'est une affirmation qui est lourde de sens en termes de responsabilité, que j'assume parfaitement. Donc si demain je suis convoqué à l'ordre ou qu'il y a une plainte, je serais ravi de donner mes arguments et je ne serais pas mal à l'aise, si vous voulez. Ce qui fait que je peux me retrouver devant vous aujourd'hui. Ce n'est pas un truc qu'on prend comme ça, encore une fois, parce qu'on a envie de sortir de l'anonymat. Donc, bien sûr, ce n'est pas quelque chose de volontaire. Alors, quand on réfléchit, qu'on a vécu un peu le truc de l'intérieur, qu'est-ce qui fait qu'on a eu une défaillance comme ça sur la première ligne de soins? Est-ce que c'est une cause unique? Parce qu'on dit souvent on a interdit les médecins effectivement de soigner. Mais ce n'est pas juste, si vous voulez, cette situation-là. D'abord, on est sur un nouveau virus, entre guillemets, c'est le message qu'on a eu au début, qui vient de Chine. Donc il y a un effet nouveau. Vous avez le premier trou dans votre tombe. Il y a une absence totale de matériel de protection. Quand je racontais ça à ma compagne, je disais avec Maggie de Bloch, c'était quoi? Les masques qui n'avaient pas été renouvelés parce que périmés, on se dit, il ne se passera jamais rien. Il faut vous rappeler de ça. Elle les a brûlés, c'est vrai. Parce qu'elle était périmée. Mais voilà, on a détruit des stocks de masques. Il valait mieux ne pas en avoir qu'en avoir un petit qui ne marche pas, vous avez compris le truc. Donc vous avez déjà votre deuxième trou pour aller dans la tombe. Il n'y a pas de traitement, vous imaginez toujours le piège, le traitement, la médecine c'est le traitement. Il n'y a pas de traitement disponible et il n'y a pas de prise en charge médicale. Donc vous avez un truc nouveau que vous ne connaissez pas. Pas de matériel de protection, c'est très dangereux, il n'y a pas de traitement. C'est quand même un combo gagnant pour rien faire. Après, le confinement arrive très rapidement, vous vous rappelez, il est rapidement décidé, donc vous avez la distance physique d'une manière générale, et on a des consignes d'isolement des malades qui sont des gens très dangereux parce qu'ils sont très contagieux. Vous vous rappelez de ça, je n'invente rien. Il y a une pression de conformité qui règne très fortement en médecine, ça c'est propre à notre profession. On instaure la téléconsultation rémunérée, donc facilité inhérente à la pratique, je suis au téléphone, je prends 20 balles, prenez votre paracétamol, si ça ne va pas, vous allez à l'hôpital. Pas emmerder, hein. C'est humain, hein, c'est pas quelque chose, vous voyez, ça reste très humain en fait. Il y a un débat, je pense, ceci ça a été très néfaste, mais je ne pense pas que c'est... Je défends pas Raoult, mais je ne pense pas qu'il ait été l'élément déclenchant, mais dans l'ensemble, il y a une volonté vraiment de politiser les choses, et donc on a vraiment créé un cliché. Les gens qui voulaient prendre en charge étaient associés à quelqu'un de un gourou, et je crois que ce débat-là, plus les réseaux sociaux, ça a dû influencer énormément. Ça, j'en suis convaincu. Je me trompe peut-être, mais ça a dû jouer. On a clairement persécuté les médecins, alors des médecins, collègues ici présents, pour ne pas la citer. Moi, j'avais été convoqué, mais plus poursuivi, je ne sais pas pourquoi. Donc, si ça vous intéresse, je me remets devant le diapo système failure. On en reparle après, mais je vous dis, moi, je veux bien le faire. Ça m'amuserait d'enfin pouvoir les rencontrer. Et on a aussi, je pense que c'est très humain, une difficulté de se répartir d'une thèse de départ. Vous savez, quand vous êtes vraiment convaincu de quelque chose, il faut aller faire le pas dans l'autre direction. Vous dites, si je me trompe tout seul, ou avec les quelques gugus de Covid rationnels, qui sont très complotistes, ont envie vraiment de jouer à ça. Donc, je crois qu'il y a quand même de ce genre de choses-là. Et surtout, et ça c'est la pierre vraiment, enfin la dernière goutte, c'est de dire, il y a un vaccin qui va tout solutionner. Donc quand vous êtes chez vous, vous dites, bon, on ne connaît pas de matériel, qu'est-ce que je vais faire là-dedans, puis il y a le vaccin qui va arriver, c'est bon, vous avez le combo gagnant. Vous ne verrez pas un docteur en tant que Covid-19, mais ils ont été rares, ils existent, mais dans l'ensemble, vous ne verrez pas de médecin à la maison. Voilà. Système, fais-le. Alors, oui, donc la première ligne a été annihilée des armées, vous expliquez pourquoi. Donc, c'est des informations qui sont trompeuses, ça c'est à moi de vous faire passer le message, vous êtes d'accord ou pas, on en débat. Donc, face aux citoyens et aux soignants, éventuellement avec beaucoup aux politiques, mais les deux s'entretiennent. Ça veut dire que si un citoyen est convaincu qu'il n'y a rien à faire, qu'il appelle son doc, il ne se sent pas très bien, et le médecin ne vient pas, il ne se plaint pas, il n'insiste pas. Il laisse la situation, elle est comme ça. Imaginez un petit peu que vous avez vos urgences en détresse respiratoire, le médecin ne vient pas vous voir dans le box. Que ça finit mal. Mais que vous consultez quand même une extrémiste. Vous allez avoir un avocat, non? Non? C'est le premier truc que vous feriez. Mais ça doit être de la même chose en fait. Si vous voulez, on a vraiment créé une condition, le médecin s'auto-convainc qu'il n'y a rien à faire, et pas sûr, il n'y a rien à faire, et c'est un cercle vicieux. Personne ne casse cette dynamique néfaste en fait. Et ici, je pense qu'il y a eu des idioties, des naïfs, des conflits d'intérêts, on n'a pas le temps de parler de tout ça. Et ça, c'est aussi important, c'est de comprendre qu'il y a une cooptation par des politiques basées sur des experts dont Sophie Lucas fait soi-disant partie. Et on n'a jamais eu de pluridisciplinarité dans les groupes de travail. Et très rapidement, avec le réseau, notamment Covid rationnel, on essayait par certains politiciens, on arrivait à leur parler sur WhatsApp, etc., en disant donnez-nous des PV de réunion, exigez-les. Et on ne les a jamais eu. Et donc on a eu aussi une absence de débat et on nous a marginalisés en permanence. Ça, c'est le jeu.
Mais encore une fois, si demain vous êtes très malade au bord de la route ou bloc opératoire en réa, on sera les bienvenus pour vous soigner, mais pour le Covid, on ne peut rien faire. Sophie Luquet va s'occuper de vous. Donc les résultats, en fait, si vous voulez, de tout ça, c'est que la maladie Covid-19, les malades, pardon, étaient vraiment livrés à eux-mêmes, c'est très important. Certains sont dégradés cliniquement, donc ce que je veux faire comprendre, c'est pas évident de faire la séparation, mais comprenez que vous êtes porteur, il ne se passe rien du tout, c'est le cas le plus favorable. Vous avez des malades qui sont porteurs, ils se dégradent un petit peu, mais ça passe comme ça avec quelque chose de moyen. Et puis vous avez des gens où ça va aller un peu plus dans le mauvais sens. Ils se dégradent, quoi que vous fassiez, ils vont aux soins intensifs, vous n'aurez pas pu faire grand-chose, mais éventuellement votre médecine a pu soulager les souffrances, ralentir les choses, mais ils vont quand même en réanimation. Il y a une partie des gens, dans l'autre sens, qui auraient pu être rattrapés, je pense, quand même par une prise en charge. Oxygène, anticoagulation, je vous montrerai aussi un peu le diaporama, et le côté immuno-inflammatoire. Et donc le fait que les patients se dégradent, pas tous, hein, une partie des patients, il y a une saturation des hôpitaux qui était déjà sous tension. Il faut bien comprendre, ce n'est pas une situation nouvelle. Là où je travaille pour le moment, je ne citerai pas l'hôpital, je suis gêné. Je suis littéralement gêné, j'ai déposé ma démission en expliquant au directeur pourquoi, mais je vous dis ici, c'est catastrophique. Et donc là, on ne va pas en parler à la télévision. On n'en parle que quand ça arrange. Il y a une limitation de tous les soins, si vous voulez, de manière générale. Donc le fait de saturer les hôpitaux, on est sous tension, le politique dit attention, confinement, on ne soigne pas tout le monde. Moi, j'ai plus vu pendant 6 mois ni un infarctus, ni un AVC, qui sont les premières causes de mortalité en Occident. Donc, si vous voulez, là où j'étais au Chirac, c'était 1 jour sur 2, on recevait ce qu'on appelle le enstémie, c'est les infarctus sans l'électrocardiogramme se modifie. J'en voyais tous les 2 jours. J'en ai plus vu pendant 6 mois. Et on voyait un AVC toutes les semaines, tous les 10 jours. Plus vu. Et dès qu'on a commencé à rouvrir tout, on les voyait revenir. Donc vous êtes d'accord, quand vous êtes médecin et que vous êtes conscient de ça, pour sauver 12 patients dans votre service, ils sont tout le temps les mêmes pendant 3 mois, qu'est-ce que vous avez sacrifié derrière? Et ça, on doit pouvoir en parler. Mais ça dérange. Donc ils ont renforcé les mesures sanitaires, le cercle vicieux de la tension continue. Puis rappelez-vous, quand on avait une accalmie, on avait peur de repartir en arrière, donc on continuait et on n'a jamais laissé les choses reprendre un train de vie normal. Et vous vous rappelez, on a pondu, je ne sais pas si c'est l'application, le baromètre. Je pense qu'on a quand même été les premiers à dire qu'il n'y a pas de vert dans le baromètre. C'était jaune, orange, rouge. À vie normale, ça n'existe plus. Donc il y a une crise sur le plan humain, sur tous les patients, bien sûr, avec des comorbidités, qui ont dû vraiment gérer tout seuls leur crise, leur situation clinique pardon. Donc il y avait le manque d'oxygène, ils n'ont pas été capables d'adapter tout seuls leur traitement chronique, je vous expliquerai ici après, je vais essayer un peu plus vite parce que je pense que je suis déjà en retard. Les problèmes de glycémie, éventuellement la surinfection bactérienne. Donc le fait d'avoir une prise en charge retardée, je pense qu'il y a quand même de fortes chances d'une augmentation de mortalité, donc c'est quelque chose d'important. Et les médecins praticiens ils ont été vraiment écartés de leur rôle de première ligne de soins. Pour moi, c'est une porte ouverte à toutes les dérives, donc on doit normalement, en tant que médecin, reprendre la main là-dessus, mais on est fort peu nombreux, donc n'y comptez pas trop, en tout cas pour le moment. Et que les médecins concernés, ça je trouve que c'est un cercle vicieux supplémentaire, mais si vous êtes en permanence à distance des malades Covid-19 à domicile, vous n'apprenez jamais la maladie. Moi, je l'ai appris parce que j'ai soigné les gens. Et si vous n'allez jamais voir les malades et qu'on vous dit un jour, il faut aller les voir, ils vont dire, ouais, merci, mais on est en retard. Vous comprenez? Donc ça tourne en rond, en fait. Et donc je trouve qu'il y a eu aussi une fenêtre d'opportunité pour toute une série d'experts, éventuellement avec des conflits d'intérêts, de s'initier dans les stratégies de santé publique. Donc dès que vous avez une première ligne de soins effondrée, tout est tout possible. Donc on est quand même les garants en tant que soignants de votre sécurité sanitaire. On doit pouvoir le dire, n'en déplaise à qui ça déplaît. Et je pense qu'il y a eu des problèmes de déontologie et d'éthique médicale, ça c'était énormément du côté de mes collègues. On va en SAMU, pas vacciné, vous avez fait une perte de connaissance, il n'y a pas de glycémie, pas de tension, on est juste non vacciné, appel inutile. Moi j'ai vu ça, c'est gravissime, mais voilà, c'est comme ça. Mais bon, c'est la vie. Alors, prise en charge médicale précoce. Alors, ineptie ou auto-réalité? Le fond du sujet. On fait un bref rappel, j'y vais très vite parce que là je pense que je suis vraiment en retard. Donc SARS-CoV-2, c'est le 7e virus d'une famille qui est connue de coronavirus. Il y avait eu 2 épidémies, pas des pandémies. C'était Chine et Arabie Saoudite, SARS-1, MERS-CoV. On a des caractéristiques communes qui vont influencer la mortalité, j'y viens un peu plus tard je pense. Et donc on a une virulence qui dépend un peu de l'agent infectieux, éventuellement dans les sous-variants, on rentre dans les détails, et surtout le profil du patient dit à risque, on va expliquer après ce que c'est. Donc c'est pas c'est une notion de syndémie, c'est-à-dire c'est l'interaction entre le terrain et le pathogène. Si jamais que le pathogène et le terrain ne changent rien. Ça c'est vraiment, si un étudiant raconte ça à un prof, normalement il doit sortir par la fenêtre. Des notions d'immunogénicité en fait, donc, qui influencent les choses aussi. Donc,
il doit y avoir quelque chose qui se passe aussi avec des ondes d'onde pour expliquer les cas graves des jeunes sans antécédents. Quand vous travaillez sur un bouquin d'infectiologie de réanimation, on va vous expliquer pourquoi des jeunes de 24 ans font des méningites. Ben, ils ont des macrophages, des cellules immunitaires qui ne sont pas capables de phagocyter, de manger, si vous voulez, certaines bactéries. Alors du coup, ça favorise ce genre de choses. Donc on a toujours quelque chose qui peut s'expliquer de ce domaine-là. Donc il y a probablement quelque chose ici à expliquer, mais les données arrivent, mais ce n'est pas du tout la population jeune, vous allez voir, ce n'est pas du tout la population concernée par ce virus. Même si on a vu des gens jeunes à l'hôpital, moi ils étaient, la seule qui est morte à 38 ans chez nous après 2 mois d'ECMO, elle avait un BMI à 60. Je pense que c'est 60. Elle était énorme ici, vraiment. Mais bon, voilà, c'est dramatique comme situation, mais il faut bien comprendre que ce n'était pas la moyenne d'avoir quelqu'un comme moi, tout fin, sans antécédents. On se lance un peu des fleurs. Alors le virus, il a une rapidité, c'est très important, d'un continuum, et ça je veux vraiment que vous reteniez continuum physiopathologique. Là vous devez vraiment, si vous parlez autour de vous, que cette conférence vous serve, il y a une continuité dans des choses qui se passent, où on peut plus ou moins intervenir à certains niveaux en suivant le patient. Ça c'est vraiment super important, et donc c'est un statut pro-inflammatoire avec des dégâts tissulaires et effets systémiques, et surtout procoagulant, donc c'est une maladie, si vous voulez, qui fait faire des petits caillots partout dans les poumons. Je vais vous montrer vraiment comment cliniquement on comprend ça. Donc vous avez déjà 2 magnifiques choses à faire quand ces patients sont concernés à ce stade-là. Éventuellement une surinfection bactérienne, donc c'est loin d'être rare, on va vous expliquer aussi un peu plus tard pourquoi. Et puis le fameux ARDS, donc c'est un état pulmonaire désastreux, un choc septique, mais ce n'est pas le débat ici. Alors la notion de syndémie, donc rappelez-vous, on reprend Sophie Lucas en référence extrême, je vais dire, enfin, il prend sa vérité comme une vérité absolue. Les quelques comorbidités là, et l'âge, écoutez, les papiers ils sont venus assez rapidement, je ne sais plus si j'ai mis les dates ici, donc elle parlait en septembre 2021, donc un petit peu, je me trompe ou pas, en janvier, on est avant septembre, quand même, hein. Donc on est un petit peu en retard, c'est des papiers qui sont dans des revues super importantes. Ici vous êtes encore sur des papiers Obesity avec les conclusions, on n'a vraiment pas le temps de développer, mais si vous les voulez, je vous les transmets. Ici, je pense qu'on est aussi en 2000, on est assez tôt, donc on est précédent à son exposé, donc l'obésité. Je me suis dit quand même, qu'est-ce qu'on définit comme obésité, quoi. Le BMI est à 30 principalement dans toutes les études, je crois qu'il y a du 28, là on est du 40, on est quand même assez vite sur 30, hein, vous êtes d'accord, c'est pas quelque chose de très rare, donc c'est quand même intéressant de savoir que, voilà, le poids joue quand même énormément, donc il faut cibler ces personnes-là, et ce papier est très important en juillet 2021. Ce qu'on vous montre ici, en fait, c'est que toutes les conditions avec leur fréquence dans les pays occidentaux, le fait d'avoir une hypertension essentielle, d'avoir des problèmes métaboliques, lipidiques, l'obésité, les diabétiques, les patients avec des pathologies coronariennes, donc les artères du cœur, je ne vais pas tout faire ceci, mais ce sont les patients à risque. Et on vous montre ici que vous avez la situation vraiment de référence avec le risque, on va dire, de base. Et c'est la somme de vos conditions qui s'accumulent qui font que vous avez plus de risques de mourir, d'être intubé ou d'avoir une issue délétère. Donc vous comprenez, donc quand on vous dit oui, aucun médecin généraliste ne peut intervenir, là, et que vous parlez après ces papiers, ou vous ne lisez pas, ou vous êtes de mauvaise foi. Vous comprenez l'importance de ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que quand vous êtes médecin généraliste, si un patient commence à ne pas être trop bien à la maison, de douleur thoracique, du mal à respirer, etc., vous devez enclencher des réflexes en disant est-ce que je l'identifie là-dedans, combien de conditions j'ai, et qu'est-ce que je vais faire. Et vous devez alors connaître un petit peu la maladie. Et c'est ça la médecine, c'est pas juste téléphone, paracétamol et puis aller à l'hôpital. Donc ça c'est très important. Ça c'est un document, je n'ai pas mis cette Covid rationnelle, donc ça vient de chez nous, je n'ai pas participé, c'est pour vous montrer le nombre de décès par tranche d'âge en moyenne. Donc plus forcément vous êtes jeune, moins de large vous êtes concerné par la maladie, ce qui montre que les confinements, de ne pas être ciblé, si vous voulez, d'une manière générale en santé publique, c'est désastreux, parce que vous mettez tout le monde dans le même panier, et puis voilà. Puis forcément, il y a un vaccin qui vient pour tout le monde, donc si après on a une balance déséquilibrée, ça pose problème. Donc là, je commence à entrer dans le cœur du sujet où j'ai vraiment besoin que vous compreniez les messages clés sur le plan médical. SARS-CoV-2, si vous voulez, il y a une coagulopathie. C'est un aspect fondamental du continuum de la maladie, de se dire c'est une maladie qui donne des caillots, qui tue les gens en partie pour ça. C'est très important de le comprendre. Alors, est-ce qu'on ne savait rien à ce sujet-là? Est-ce que, comme on le dit, on ne connaît pas, c'est nouveau, etc. Non. On avait 2 virus antérieurs, SARS-1 et MERS-CoV, où on disait déjà, c'est surtout les équipes chinoises, qui disaient qu'il y a un statut immuno-inflammatoire, il y a de la coagulopathie, et éventuellement, c'est plutôt faux aussi, qui le disait, de la surinfection bactérienne pour la grippe, mais ça reste des virus respiratoires. Et donc ici, il y a... donc ça, c'est la partie, si vous voulez, je vais vous faire comprendre par la clinique. Ce n'est pas les images des patients en question, je les ai récupérées sur Internet pour faire comprendre ce que j'ai vécu, parce que je n'ai pas accès au dossier, et c'est un truc qui s'est passé il y a 2 ans.
Donc j'ai 2 jeunes de 35 ans, c'est un couple. Donc ils sont européens, morphotype asiatique d'origine. Ils sont en détresse respiratoire tous les deux, ils arrivent à Braine-l'Alleud, on est dans l'attente de tri, on les met à l'hôpital parce qu'on voit qu'ils sont pas bien, ils manquent d'oxygène tous les deux, ils ont une fréquence respiratoire très élevée. Donc ils ont une détresse respiratoire avérée. Vous auscultez la phylum, je ne sais plus c'est dans quel sens, un des deux, vous auscultez le poumon, vous n'entendez rien. Et il est en détresse respiratoire avérée par les paramètres et par l'état clinique. D'accord ? Vous faites un scanner, vous avez ça. C'est les poumons, droite, gauche. Les sens sont couchés, les images vont du bas vers le haut, poumon droit, poumon gauche. Il n'y a rien. Vous auscultez le copain ou la copine, je ne sais plus, juste à côté, ça fait des bruits. Partout, vous scannez, vous avez ça. Et imaginez, on vous dit pourquoi il a du mal à respirer. On va vous dire, le premier, je pense qu'il y a des atteintes parenchymateuses, bilatérales, sévères, très étendues. Ça, c'est clairement ils vont tous les deux aux soins intensifs par la clinique, mais je en termes d'imagerie, ça me fait beaucoup plus peur. Mais finalement, je pense qu'avec le recul, ils me font peur tous les deux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est là qu'on comprend très tôt dans la crise qu'on est forcément sur la partie, les vaisseaux sont là, le cœur est ici, c'est pas la coupe, on montre le parenchyme, mais si vous changez le setting de votre PC, il va plutôt vous montrer les vaisseaux au niveau médiastinal. Vous comprenez qu'il y a des microtrombies. C'est pas forcément un caillot unique comme une embolie pulmonaire qui vient bloquer une artère, c'est des caillots qui viennent un petit peu partout. Et donc vous comprenez que cette patiente-là, c'est la coagulopathie qui est en train de l'emporter. Et là, vous comprenez que c'est peut-être les deux. Et éventuellement une surinfection par un germe opportuniste ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que finalement, il me fait plus peur. Mais bref. Mais c'est pour vous dire, c'est comme ça que la clinique commence. C'est comme ça que vous vous dites, pourquoi est-ce que ce patient, j'entends rien ? Il n'est pas... C'est la même clinique à côté. Et vous dites coagulopathie. Et puis la littérature, là on y va super vite, parce qu'on n'a pas le temps de tout développer. Donc regardez quand même comment décrivent, c'est dans des papiers de radiologie en fait. Très semblable à ce qui est décrit dans SARS et dans MERS. Donc on vous dit, on ne connaît rien. C'est tout nouveau. Restez chez vous. Et vous imaginez les conséquences de ça ? Vous devez en urgence parler autour de vous. C'est un combat médical, politique majeur, ça. Donc l'ordre des médecins devrait nous saisir. On doit discuter de ça. Je ne veux pas être convoqué, mais je peux vous dire, je suis prêt. Alors ici, regardez, on est en 2020. Je vais essayer d'accélérer un petit peu, donc c'est des papiers par des équipes chinoises. En fait, ce qu'ils démontrent, c'est qu'on a une phase où le virus est dans le sang, il va commencer à avoir il a accès à son interface primaire, c'est le poumon, et puis on a la phase sévère, qui dépend même plus de la présence du virus, c'est un mécanisme auto-entretenu, si vous voulez. Et on vous montre que la virémie, le virus, il augmente ici. On est en train de perdre nos défenses immunitaires, donc les lymphocytes, et on augmente les paramètres inflammatoires, et on augmente les paramètres de coagulation. Ça, c'est l'histoire de la maladie. 2020. Donc si vous lisez le papier à un moment donné, et on vous dit, va soigner ton patient, on vous dit, je peux peut-être faire quand même une anticoagulation, et probablement l'immunoinflammation, on va voir, c'est pas facile, mais je vais peut-être me lancer. Alors, heureusement qu'on l'a pas fait, parce que quand on n'a pas d'oxygène, c'est pire que quand vous mettez les corticoïdes que par. Vous voyez, la frontière peut être compliquée, mais au moins, sur les anticoagulants, ça aurait été intéressant. Et alors ici, qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Ils mettent des immunoglobulines plutôt pour bloquer l'inflammation et des héparines à poids moléculaire, c'est en anglais. Et vous voyez que vous récupérez vos lymphocytes et vous cassez les paramètres inflammatoires ici, donc ces deux courbes-là, et de coagulation. Donc c'est l'étude 2020. Okay. Ils ont déjà l'idée, si vous voulez, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Donc vous voyez, c'est quand même crucial comme information durant une épidémie qui touche beaucoup de gens, où on coupe la vie sur Terre, quoi. Donc ils vous refont un schéma, on a la réplication, l'orage cytokinique et le côté prothrombotique. Et alors regardez ici les papiers, donc ça c'est quand même un cardiovasculaire disease, c'est quand même pas rien comme revue. Manque d'oxygène, le cœur est abîmé par le manque d'oxygène, par les microthromboses, et le poumon aussi. Bon, on y va encore une fois. Qu'est-ce qu'on sait ? Les caillots, immunothrombose, endotéliopathie, les patients qui sont, pas thrombotiques, mais constamment, si vous voulez, la coagulopathie, fait des papiers, vous êtes perdu, énormément, c'est toujours la même chose. Donc ici, on vous montre même que chez les patients qui sont intubés, donc là on est quand même au-delà, si vous voulez, de la prise en charge à domicile, mais quand vous ne traitez pas, c'est les chances de survie, pas de traitement, mais la courbe, quand même, il faut écarter. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe, vous comprenez, donc c'est super important. Et donc sur base de ça, est-ce qu'il n'y a aucune indication de prescription d'anticoagulation pour les malades à la maison ? Parce qu'on peut... est-ce que, la question que je me pose, est-ce que le statut thrombotique ne commence que quand le patient il met le pied à l'hôpital ? C'est-à-dire quand moi je suis en réa et qu'on m'appelle et qu'on me dit, les deux que je vous ai montrés, mais quand je vois les patients et la prise de sang et les dimères, est-ce que je peux me dire, oh là là, la pauvre, ça vient juste de commencer, quoi. Vous ne pouvez rien faire avant, pas de chance, quoi. Puis le patient suivant, puis le suivant, puis faites toute l'épidémie comme ça. Mais c'est un se marcher sur la tête. Alors, est-ce qu'on ne savait rien sur la surinfection ? Dans le continuum en question, est-ce qu'on ne savait rien ? On dit merci à Dr Fauci, qui
un peu dans le sens du vent en permanence, follow the science, ben, on y va. Plutôt pour la grippe. Alors si vous êtes vraiment de mauvaise foi, mais la grippe, c'est pas le Covid. Pour que vous compreniez, quand vous avez une infection virale des voies respiratoires, vous atteignez votre épithélium respiratoire. Avec l'inflammation, ça fait un peu des dégâts. On vous apprend ça en Master 1 en cours de pneumo. Si quelqu'un tousse pendant 1 mois après une grippe ou une trachéobronchite, c'est l'épithélium qui est tellement abîmé, les particules irritent, ils toussent. Donc moi, j'ai des gens qui viennent nous voir, des fois, je tousse, ça va pas. Ça, il faut du temps, on explique pourquoi. Donc c'est juste une barrière qui s'ouvre aussi, notamment, et ça crée une porte d'entrée. Voilà. Donc il y a des papiers, je ne vais pas les faire ici, qui vous montrent qu'il y a effectivement des surinfections qui sont possibles. Donc vous devez suivre ces patients pour essayer de comprendre s'ils sont dans cette phase-là. Et je suis d'accord que ce n'est pas facile. Mais si vous n'y allez jamais, ça reste impossible. Donc entre difficile et impossible, on est dans 2 extrêmes encore différents. Alors là, on vient vraiment... Alors ça, c'est, je crois que pour Bernard, ceux qui me connaissent, dans le Covid rationnel, ça c'est le truc qui me donne limite envie de tomber convulsé, quoi, dans le coma. Non mais c'est vraiment quelque chose... Des fois, on rajoute un peu d'émotion dans les explications. Je pense que sur un plateau télé, j'étais un peu le premier qui m'a valu... Alors, j'ai toujours resté poli, mais des fois, on voyait qu'on était un petit peu chaud. Mais il disait quand même la phrase, s'il vous plaît. Vous êtes sur Sciences Cyano, qui nécessite une hospitalisation. Donc, ils doivent aller à l'hôpital, ils ont des critères d'aller à l'hôpital, mais auxquels on ouvre une prise en charge intensive ambulatoire. Choix du patient. Il dirait, je dois aller à l'hôpital, docteur. Vous pensez? Non, je ne veux pas. Ça arrive, là. Quand même pas la moyenne pour faire des guidelines, quoi. Ou saturation des hôpitaux, là c'est probable, puisqu'on est en flux tendu assez souvent. Donc vous imaginez la révélation indirecte que cette recommandation fait. Ça veut dire, toute l'année, on ne peut rien faire pour les patients à la maison. C'est ça que ça veut vous dire en français très clair. Mais si le patient il veut rester à la maison, ou si l'hôpital est full, il y a peut-être quand même quelque chose à faire. C'est comme ça que vous devez comprendre les choses. Et la preuve, et je trouve que c'est bingo, ce qui a fait que j'étais un peu révolté, c'est qu'ils nous ont sorti un papier. Ils ont fait un papier dont le lien a été supprimé entre-temps. Il est sur le site d'expertise du CACE, qui est un centre d'expertise indépendant pour les soins de santé, mais Sciences Cyano bloque le lien. Quand vous cliquez sur cet onglet-là, faites-le, hein, faites une photo, je laisse ça aux gens, vous cliquez là, vous tombez là-dessus. Maintenant, vous cliquez là, vous tombez sur ça, il n'y a plus rien. Et donc, vous devez aller directement sur le site du CACE, mais le papier a changé. Je vais vous le montrer après, mais nous, on est intelligents, on enregistre et on surveille. Alors, que nous disent ce papier-là? En gros, si vous voulez, ils nous disent, voilà, il y a des red flags, donc en gros, ça, c'est vraiment plus pour vous. Et ça, je suis parfaitement d'accord. Donc, des problèmes de saturation hémodynamique, hypotension, ça, c'est pour nous, c'est pour les soins intensifs, on ne chipote pas. Sophie Lucas. Docteur Lucas, immunologue ou praticienne, allô? Il y a quelque chose à faire, il faut regarder les patients, les trier, savoir qui, puisqu'on est limité en termes de moyens, de présence, vers qui je vais distribuer mon attention. C'est ça la réponse, pas inventer, quoi. Et alors regardez, thromboprophylaxie, oxygène, corticoïdes, antibiotiques, mais c'est génial. Et moi j'avais dit publiquement, il manque 2 trucs. La glycémie, on n'en parle pas, parce que les gens, avec les corticoïdes, ça fait monter le sucre. L'inflammation fait monter le sucre, et on est souvent sur des cas diabétiques. Donc vous devez un peu surveiller quand même le sucre. C'est des étudiants ou des stagiaires qui ont fait ce papier, j'en sais rien, mais il manque quelque chose, parce que c'est fondamental. Mais c'est quand même un bon début. Et je disais aussi, où est-ce qu'on mentionne pour les docteurs, là, de quand même adapter le traitement des patients? Imaginez, je ne sais pas qui est hypertendu ici, vous avez peut-être des fois soit 3 médicaments antihypertenseurs, maintenant en cardiologie c'est 1 médicament à 3 molécules, mais vous êtes habitué à avoir 14 de pression toute votre journée. Puis à cause du Covid et de l'infection, vous êtes plutôt à 10, 10,5. Et vous prenez naïvement encore votre antihypertenseur. Vous pensez que la tension elle va monter, vous allez vous sentir mieux. Donc vous devez à un moment donné renseigner adaptation du traitement du patient au quotidien ou suivre. C'est la médecine de base. Vous ne pouvez pas laisser les gens en manque d'oxygène, avec des cardiopathies chroniques, qui manquent d'oxygène parce qu'ils sont bronchiteux chroniques, largués à eux-mêmes avec de l'inflammation, un diabète déséquilibré. Ça tue les gens. Ça tue les gens. Vous comprenez? Et ça, c'est pondu sur le site. Donc on entend des Sophie Lucas qu'il n'y a rien à faire. On sort quand même sur un truc officiel, un document que je vous montre, que je n'ai pas inventé moi, qui moi me convient bien, on ferait déjà ça. C'est génial. La subtilité, c'est les corticoïdes, si vous voulez. En gros, si vous voulez, pour faire simple, quelqu'un qui fait tout le temps 40, qui ne va pas bien, l'auscultation est mauvaise, ben, je mettrais d'office ceci, l'antibio, et les corticoïdes, je verrai si je me donne d'oxygène. Est-ce que vous pensez qu'on peut mettre d'oxygène à domicile? Alain peut raconter ça à Dr Bouillon. Vous m'avez pied aux fesses, hein. Parce qu'il est Dr Bouillon, il est il faut faire un petit peu de pub. Il a appliqué, moi je parle, je ne fais que pareil, il l'a fait. Hein. Donc c'est applicable. Hein.
il y a une différence entre le faire et en parler. Donc, ouais, allez, je m'accélère. J'ai quasiment fini, mais c'était pour vous montrer que les recommandations sont les mêmes. Donc, ils disent ici, voilà, c'est que chez les gens qui sont alités, qui sont touchés, sinon il n'y a pas besoin d'anticoagulants. Vous voyez, comme on revient un peu fort en arrière, je trouve ça un peu dommage. Et la co-infection, ben, c'est vraiment avec l'antibiothérapie, c'était pour retaper sur le clou, et j'ai fini. Donc je ne suis pas trop en retard, je ne sais pas. Donc, SARS-CoV-2 n'est pas un virus extraterrestre, je vous ai un peu démontré quand même rapidement pourquoi. Il y a un continuum qui doit être compris dans les grandes lignes, et il l'est, je pense. On n'est pas tous exposés de la même façon, syndémie, donc retenez quand même ça. Maintenant, il faut faire attention, c'est sûr, comme toute chose, mais ne pas prendre ça comme un virus mortel pour tout le monde. Durant la crise, très rapidement, on aurait pu se focaliser sur les personnes fragiles avec des choses précoces en termes de prise en charge. Dr Bouillon, il l'a fait, je pense que ça a été un succès, même s'il n'y a probablement pas seulement pour tout le monde à 100%. Mais je pense que cette défaillance doit être reconnue et corrigée, sinon on va rester en permanence dans la globale panique qui a des dégâts, parce que voilà, c'est ce qui s'est passé. Et je pense que nous, ça c'est un peu vraiment le message crucial que j'ai envie de faire passer, parce qu'on est très isolés. On a besoin d'un soutien populaire, parce qu'on a besoin que ce soit reconnu, sinon on ne sert à rien à dénoncer ça et ça peut continuer. Et donc on a des patients qui vont continuer à se dégrader. Et je termine juste pour dire, la médecine est un art, n'oubliez jamais que votre médecin, il ne va pas travailler comme celui d'à côté, mais c'est la façon dont vous travaillez de manière générale qui conditionne le devenir d'un patient. Voilà, merci.